c'est de présenter également l'enjeu, la position de l'Afrique concernant le principe de réhabilitation et de l'exploitation minière. L'Afrique avait son mot à dire, avec plus de 30% de ses gisements. On a également présenté un peu les nouvelles perspectives avec tout ce qui est IA, tout ce qui est cartographie, que l'Afrique, à travers toutes ces exploitations minières, doivent se mettre en marche pour ne pas rester en phase. On a également présenté l'organisme de réglementation au niveau de tout ce qui est pratique minière, pouvoir avoir une pratique responsable des différents sites miniers. Certes, cela n'est pas vraiment respecté, mais l'Afrique fait son possible pour pouvoir accompagner par ses différents experts et par ses différents techniciens ce processus-là. Donc, voilà, je crois que la diapositive passe maintenant. Donc, on a parlé des différentes dégradations, vu que ces différentes exploitations minières-là, c'est vrai, on se fait de l'argent par son implantation et autres, mais il y a des impacts qui ne faudrait pas négliger. Donc, on a présenté un peu certains impacts des différents sites miniers-là, quant à l'érosion, les différents sites érodés que nous avons, les différentes possibilités de contamination avec des teneurs qui dépassent la norme pour pas mal de sites, avec également l'impact qui est remarquable dans certains endroits où, comme les sites orpaillés où il n'y a aucune réglementation, qui expose vraiment les orpailleurs et même l'environnement. On a présenté quelques cas de pays comme le Burkina et le Congo, où nous avons essayé de présenter un peu les teneurs élevées qui ont été enregistrées dans ces différents sites miniers-là. On a parlé également de la mine de Tara, qui a un fort impact, qui a un potentiel, certes, des teneurs très élevées, avec des pH très élevés aussi, c'est-à-dire avec une acidité très élevée. Donc aujourd'hui, on va présenter maintenant des principes de restauration écologique. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de réhabilitation, de restauration de sites, mais on veut, puisque nous sommes dans une perspective de sustainable, de pratique durable, donc on va plus se pencher sur ce qui est écologique. Donc, on va essayer de présenter ces grandes lignes-là, essayer de discuter sur certains aspects, présenter toutes ces avancées qui ont été faites et même ces avancées qui sont en cours pour certains endroits, parce que c'est important d'exploiter, mais il faut présenter un plan de réhabilitation. Donc, ce sont des indices ou du moins des idées qu'on donne qui seraient importants, parce que c'est toujours bien de savoir que, tiens, il y a des principes de restauration qu'il faut respecter, il y a des principes de restauration qui peuvent se faire. On remarque que, par exemple, dans nos régions ou bien dans tel espace, les sites sont contaminés et autres, il y a cette possibilité de pouvoir faire agir tous les scientifiques, tous les décideurs pour que cela soit vraiment effectif, la réhabilitation soit effective. C'est surtout ça le plus important. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelques principes. C'est pas la diapo en train de monter mon écran. Je pense que c'est un peu lourd, je pense. Donc, voir un peu certains principes et savoir également comment accompagner ces différents principes-là avec certaines techniques qui sont mises en place. Présenter les avantages, les inconvénients si possible, dans certains cas de figure, et puis avoir une séance de discussion et d'échange. J'espère que la diapo pourra passer. Vous voyez mon écran, j'espère. C'est trop lourd, je vais passer avec.
Vous voyez mon écran? Oui, 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 c'est visible. Voilà, donc, comme sommet aujourd'hui, on aura une introduction, un peu les différentes approches, parce que c'est clair, au niveau de l'approche écologique, il y a ce qu'on appelle l'approche passive et puis l'approche active, les techniques de revégétalisation, la phytorémédiation. On va également voir un peu au niveau du biochar qui est beaucoup utilisé maintenant de nos jours, qui sont les techniques qui font partie également des techniques qui peuvent être utilisées en réhabilitation. On va un aspect très important qui est la sélection des espèces végétales dont il faut tenir compte. La dernière fois, à la séance précédente, on avait relevé qu'il fallait tenir compte de certaines caractéristiques dans le choix des espèces. Donc, on va essayer on en parlera. Également de la stabilisation des sols et la lutte contre l'érosion, qui est très important parce que nous savons que les sites miniers sont fortement érodés, fortement impactés. Donc, dans le principe de réhabilitation, si ce sont des sites qui ont été fortement impactés, il faut prévoir toujours des techniques de stabilisation du sol pour ne pas qu'il y ait lessivage, pour ne pas qu'il y ait encore une forte érosion. Certaines innovations, et puis nous allons conclure. Donc, comme objectif, au cours de ce module-là, on va distinguer et appliquer les approches passives et actives de restauration, concevoir des stratégies de revégétalisation adaptées au contexte minier africain, parce qu'il faut prendre surtout le contexte minier africain. Avec nos us et coutumes, c'est toujours important de tenir compte, c'est pour ça qu'on met l'accent plus sur le contexte minier africain. Sélectionner les espèces végétales appropriées selon les objectifs de réhabilitation, de restauration, mettre en œuvre des techniques de stabilisation de sols dégradés et puis évaluer l'efficacité d'intervention de restauration écologique. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette photo-là, c'était sur la mine de Ben Guérir où nous avons le projet de réhabilitation avait été implanté. Donc, nous étions à la mesure des différentes tailles et des différents paramètres agronomiques pour pouvoir évaluer l'effet des différents sous-produits que nous avons utilisés. Donc, à la séance prochaine, on va parler un peu de tout ce qui est économie circulaire et là, on aura le temps de bien débattre. Donc, dans la restauration, au niveau de la restauration écologique est très importante pour nos sites ici en Afrique. Donc, et dans les différents processus que nous essayons de mettre en place, il faut tenir compte de pas mal d'enjeux, et de pas mal de conditions, des conditions pédoclimatiques, la pression socio-économique, et puis tenir compte de la biodiversité. Parce que c'est clair qu'une technique qui a été appliquée, par exemple, au Burkina, n'est pas forcément une technique qui va marcher en Afrique du Sud ou bien au Maroc. Donc, c'est important de pouvoir tenir compte que ce soit du climat et du microclimat, de l'environnement pour pouvoir mettre en place. Donc, même dans les différentes approches que nous devons utiliser, il est très important de partir en avant avec déjà des premières approches pour pouvoir voir quelle technique sera la plus appropriée. Je parle plus nous sommes plus dans le cas des techniques écologiques, parce que c'est un peu différent, par exemple, lorsqu'on va utiliser des techniques chimiques ou bien physiques. Donc, au niveau de la réhabilitation, il y a le principe de phytorémédiation. On aura le temps d'en parler en long et en large, dont il faut tenir compte, qui est cette capacité, phyto, c'est la plante, rémédiation, c'est-à-dire c'est la capacité de la plante à pouvoir restaurer le sol, généralement les sols pollués. Donc, il y a plusieurs facteurs que nous devons prendre en compte, qui sont les facteurs biotiques au niveau de la faune, de la flore, abiotiques au niveau de certains éléments comme le pH, la matière organique, et puis un élément très important dont j'avais parlé, qui est la société, prendre en compte la communauté locale, qui a son mot à dire dans le principe de restauration. Donc, comme on le dit, la restauration écologique vise à assister à la récupération d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. Donc, sur cette image-là, c'est moi qui suis là, nous sommes sur la mine.
Et comme je disais, tenir compte des différents us et coutumes dans le principe de réhabilitation. Ça, c'était le site. Après, lorsque le corona est passé, vous voyez avec ces herbes qui sont là, lorsque le corona est passé, il fallait revenir sur le site pour pouvoir voir un peu comment relancer le plan de réhabilitation et autres. Donc, c'était avec les techniciens de la ferme expérimentale, avec eux, j'ai passé des années formidables. Donc, qui sont de la ville de Bengueri, dont je parlais tout à l'heure. Il faut inclure la communauté locale, les associer au projet pour la réussite. Donc, c'était d'abord de faire une première évaluation, une première étude, donc pour pouvoir voir quelle stratégie mettre en place au niveau des coupes pour pouvoir permettre l'évolution de la croissance des différentes espèces. Parce que c'est clair que lorsque ça se présente comme ça, il y a une difficulté au niveau pour évaluer la croissance. Donc, pour pouvoir faciliter cela, on devait mettre en place des plans pour pouvoir commencer les différentes coupes on devait les couper et les envoyer au laboratoire pour les analyses. Donc, au niveau du principe de restauration, il faut tenir compte de deux aspects qui sont la restauration passive et la restauration active. Nous avons des sites que généralement, par exemple, on va dire non, depuis qu'ils sont partis, c'est resté comme ça, ils ont laissé comme ça. Et ces sites-là ont commencé à développer certaines espèces de façon naturelle qui ont colonisé l'environnement et ça a été une réussite. Donc, ce cas de figure-là est appelé la restauration passive. Donc, on va se contenter des espèces naturelles. J'avais pris le cas où il y avait dit les native species qu'on prenait en compte qu'on croisait sur le site pour pouvoir faire la réhabilitation. Il faut tenir compte si ce site est pollué. Pour le site qui est pollué, par exemple l'or et autres, des sites miniers, aurifères et autres, c'est clair que ce sont des sites pollués. Donc, pour un site pollué où des espèces ont pu coloniser l'environnement, il est très important de dire que ça veut dire que ces espèces qui ont colonisé l'environnement ont une capacité phytorémédiatrice qu'il faut évoluer et qu'il faut évaluer. Est-ce que ce sont des hyperaccumulatrices? Est-ce que ce sont des accumulatrices simplement? Donc, il y a des études qui sont faites, mais une chose est sûre, c'est qu'elles ont développé des capacités, ces espèces-là ont des capacités accumulatrices. Donc, il faut faire un inventaire du lieu pour pouvoir avoir généralement ces différentes espèces. Et puis, inclure la science, c'est-à-dire tout ce qui est les institutions de recherche pour pouvoir améliorer la qualité même de ces différentes espèces-là. Là, en parlant d'améliorer la qualité, là, nous sommes en train d'entrer dans la restauration active. Donc, généralement, on va laisser de façon naturelle sur le site quelles sont les espèces qui ont poussé. Et le problème qui est rencontré ici, c'est avec les espèces invasives. Et très souvent, dans le principe de réhabilitation, c'est ce qui a beaucoup craint. C'est pour ça qu'on demande de pouvoir inclure comment on appelle ça, inclure la communauté. Parce que personne ne va vouloir des espèces invasives dans son village ou bien dans sa région. Et très souvent, ce sont des espèces qui causent beaucoup de problèmes. Donc, ça peut ne pas être accepté par la population, bien que même elles puissent avoir une valeur économique, mais la population peut ne pas accepter parce que ce sont des espèces du fait du caractère invasif, la population va refuser que, par exemple, cette technique soit appliquée. Donc, si ça pousse naturellement, la population peut combattre le principe de réhabilitation. Donc, il y a des sites comme ça qui ont été restaurés de façon naturelle. Ça, c'est clair qu'à la science passée, on avait parlé de résilience. Donc, ça veut dire ce sont les sites qui ont développé une résilience naturelle et d'où la réhabilitation a été un succès. Cependant, ces phases-là, on enregistre plusieurs phases au cours de la réhabilitation. Donc, on peut, la restauration passive. Donc, ça nous permet de pouvoir évaluer généralement quel est l'âge de la mine. Voilà, quel est l'âge de la mine. Donc, généralement, nous avons la phase de colonisation qui est de 0 à 5 ans, la phase d'établissement qui est de 5 à 20 ans. Donc,
par exemple, au cours de la phase de colonisation, nous avons des espèces pionnières. Des espèces pionnières comme les lichens, les mousses qu'on va rencontrer sur le site, mais qui sont des premiers facteurs de présentation des différentes espèces. Et après, nous avons la phase d'établissement qui peut prendre 5 à 20 ans. Donc, on va voir les graminées. Ça peut être des raies gras, ça peut être d'autres choses, comme peut-être des panicums et autres, ou bien des arbustes pionniers qui vont coloniser l'endroit. À la phase de consolidation, qui est de 20 à 50 ans, on va commencer à avoir des arbustes matures, des jeunes arbres qui vont commencer à occuper pratiquement tout le site. Et puis, à la phase de maturité qui est supérieure à 50 ans, on va avoir un écosystème complexe avec plusieurs espèces sur le site. Donc, nous, vu qu'il y a pas mal de pays qui n'ont pas une histoire minière qui est grande, donc, par exemple, ça sera difficile d'avoir des sites qui ont été habités il y a plus de 50 ans parce que notre histoire minière n'est pas aussi grande. L'une des sociétés qui est quand même avancée en Afrique, qui est l'OCP, qui est de 1920, donc c'est-à-dire c'est 105 ans. Donc, c'est possible d'avoir, mais au niveau de la réhabilitation, quand tu prends des pays comme la Chine, comme même l'Ukraine et autres, moi j'ai vu des sites de plus de 40 années de réhabilitation, de plus de 40 années de restauration, d'autres sites qui sont évalués chaque 10 ans, qui est très important. Donc, très souvent, il faut faire un suivi de processus de réhabilitation. C'est clair, cette restauration-là a deux revers. Donc, mais nous avons des facteurs biotiques dont il faut tenir compte et des facteurs abiotiques. Donc, je parlais tout à l'heure des facteurs biotiques, la présence de banques de graines, une proximité avec, dont tenir compte de la faune en général, la faune et la flore, pour pouvoir développer certains projets. Par exemple, je sais qu'au Sénégal, c'est pas forcément, bon, c'est tout dans le principe des restaurations des sites dégradés, qui est le projet de Green Wall, comment on appelle ça là, la muraille verte, voilà, qui est un projet qui est implanté au Sénégal. Donc, certainement, pour ceux qui ont plus de connaissances, qui ont une idée ou bien qui ont des connaissances intéressantes concernant le principe de Green Wall. Après, au cours des discussions, vous pourrez intervenir. Et nous avons les facteurs abiotiques dont je parlais, qui est le pH. Donc, on va avoir une amélioration de pH qui va être supérieure à 4. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on parle de pH très acide, c'est lorsqu'on a des sites qui ont des pH 2, 3. En 2, même souvent, il y a des sites. Je sais qu'il y avait une analyse de la mine de Kitara, même qui avait un pH de 1. Donc, ils sont des pH qui sont carrément très élevés, qui peut représenter un danger. Parce que ce qui est important, ou bien ce qu'il faut retenir, le pH est un facteur très important parce que lorsque j'évalue le pH pour un sol, par exemple, au Maroc, qui est basique, et quand je prends un sol dans nos pays, que ce soit au Ghana, en Guinée, qui est acide, lorsque nous avons un pH de 2 et 3, il y a un mécanisme qui est différent que, par exemple, un pH qui est basique du Maroc ou bien de l'Algérie. Mais lorsque on obtient un pH acide, le danger que nous avons ici, c'est un environnement qui est vraiment favorable pour le développement des métaux. Donc, un pH acide va pouvoir faciliter comment on appelle ça là, l'accumulation des métaux, va pouvoir créer une phytodisponibilité au niveau de certaines plantes. Or, par exemple, lorsque nous partons sur un pH basique, on peut, lorsque par exemple, nous, on partait sur certaines mines au Maroc, on voyait beaucoup de complexes qui étaient formés parce que c'était un environnement basique. Donc, tu vas avoir des complexes qui ont été formés avec CaCl2 parce que le milieu est basique. Tu vas avoir des complexes qui ont été formés avec, par exemple, POCl, voilà, parce que le milieu est basique. Mais tu vas pas voir ces complexes-là qui ont été formés, par exemple, dans un sol acide. Donc, du coup, c'est un environnement qui est favorable
qui est favorable à la phytodisponibilité ou à la biodisponibilité et qui peuvent représenter un danger pour l'écosystème environnant. Donc, les conditions, c'est un peu ça. Et la topographie. J'ai parlé tout à l'heure de la stabilisation parce que on vient réhabiliter, on ne vient pas juste le planter, mais il faut donner une architecture, il faut donner une beauté au site. C'est aussi très important. Un facteur très important qui est le climat favorable et la disponibilité hydrique. Nous avons des sols. Moi, j'ai pu avoir une idée quand même des deux sols, que ce soit par ma petite expérience au Maroc avec les sols, les sites dégradés dans un milieu aride et semi-aride. C'est clair que partout, tout le Maroc n'est pas aride et semi-aride. Quand tu vas dans la région, tu vas plus dans le nord du Maroc avec Tanger et autres, Tanger et Tétouan, c'est une végétation qui est totalement différente. Mais moi, je suis allé dans des zones comme Marrakech, comme Marrakech et ses environnants, qui sont des zones quand même plus ou moins arides, avec Bengueri et autres. Donc, du coup, on essaie d'évaluer avec un fort stress hydrique qui a été enregistré. Nous, pendant la réhabilitation du site de Bengueri, c'était le grand défi qui était là. Parce qu'à un moment, on était obligé d'utiliser, vous n'allez pas me croire, on était allé même jusqu'à 30 litres d'eau par plante. Donc, pour vous donner un peu une idée de comment le stress, le climat était pas du tout favorable. Et pour ceux qui connaissent cette zone-là, par exemple, actuellement, nous sommes à une période où on parle de 40 degrés, 50 degrés. Donc, imaginez un plan de réhabilitation, un plan de restauration sous 50 degrés, sous 40 degrés. Le besoin hydrique est énorme. Donc, même le choix des espèces, il faut faire très attention parce qu'il y a des espèces qui consomment beaucoup plus d'eau par rapport à d'autres espèces. Donc, il faut faire le choix de certaines espèces pour pouvoir tenir compte de la réhabilitation. C'est pour ça qu'il y a dit une technique qui passe au Maroc ou bien en Algérie, c'est clair que ce n'est pas sûr que ça passe en Côte d'Ivoire ou bien en Guinée. Au niveau des avantages, les avantages, c'est que nous avons un coût minimal. On ne dépense rien on ne dépense pas grand-chose au niveau de la réhabilitation, la restauration passive. Il y a l'adaptation des plantes. Ces plantes vont s'adapter aux conditions locales. Il y a le développement d'un écosystème résilient. J'ai parlé tout à l'heure de résilience, c'est-à-dire le site a développé lui-même une résilience. C'est comme notre corps. On peut être malade, on peut avoir un mal de tête. Et puis, le corps lui-même, par sa capacité lui-même à développer une résilience, va pouvoir nous guérir. Et lorsque nous ne pouvons pas, lorsque ce mal de tête a pu être guéri par notre organisme lui-même, c'est passif. Mais lorsque nous sommes obligés de prendre des cachets et pour pouvoir calmer cette douleur, cette céphalée-là, là, on parle c'est actif. C'est la même chose pour les plantes. Et nous avons le respect du processus écologique naturel. Ça veut dire, c'est de façon naturelle, le système se met en place, que ce soit le système pédogénétique, que ce soit le système, les inventaires des espèces, tout ça là, tout se met en place de façon naturelle. On n'a pas à stresser l'environnement, on n'a pas à mettre une pression foncière. Non, pas du tout. Tout se passe calmement. Cependant, les limites que nous enregistrons, c'est l'échelle temporelle, c'est-à-dire ça prend du temps. La réhabilitation, le principe même de phytorémédiation et autres, ça prend du temps. Donc, lorsque c'est naturel encore, vous avez vu, on a parlé de 50 ans pour pouvoir avoir un site stable. Ce qui est différent lorsque c'est comment on appelle ça là, lorsque on a eu une restauration assistée, par exemple. Nous avons un succès incertain parce qu'il n'y a pas eu de principe de stabilisation de sol. Tout s'est passé de façon naturelle. Si, dans le cas des sites orpaillés, on avait parlé des orpailleurs clandestins. Les orpailleurs clandestins, ce sera difficile parce que pour ceux qui sont allés sur des sites d'orpailleurs clandestins, ce sont des énormes fosses de plus de centaines de mètres qui sont créées. Donc, ça veut dire naturellement, pour que ça puisse se stabiliser, ça sera très, 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 très difficile. Et ce sont des fosses qui représentent un danger pour les animaux, pour l'homme et même pour la végétation. Voilà. Donc, le risque d'invasion par des espèces exotiques est élevé et puis la fonction écosystémique est limitée à court terme. Il y a quelques exemples qui ont été enregistrés pour le principe de restauration passive. Le cas de la carrière au Burkina,
Je crois que certainement pour les Burkinabés qui sont en ligne, voilà, peut-être ils vont nous donner plus d'informations s'ils en ont. Au niveau de la province de Sicile, où il y a eu un principe de restauration passive, les espèces qui avaient colonisé l'environnement, ici nous avons, comme on appelle, Cassia sideriana, et puis nous avons Combretum micranthum. Combretum micranthum, pour ceux qui sont, je ne sais pas si peut-être, bon, je pense pas que ça existe plus dans le nord, mais pour ceux qui sont dans la région en Afrique, c'est un peu, bon, vous allez nous donner plus d'informations, mais la plante généralement, c'est, comment on appelle ça là? Il y a un nom qu'on donne qui m'a échappé. Je vais revenir après. Maintenant, au niveau de la mine d'or de Ghana, il y a deux espèces qui ont colonisé de façon naturelle, qui est Chromonella odorata, pour ceux qui connaissent, qu'on appelle généralement Sékou Touré, qui a colonisé l'environnement. Donc, du coup, on se dit quoi? On se dit que, tiens, Sékou Touré, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, c'est une plante qui est utilisée généralement pour soigner les plaies et autres. Imaginez que, par exemple, cette plante-là ait une teneur en cadmium élevée. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit la contamination, c'est vrai qu'elle peut se faire par inhalation, elle peut se faire par consommation, mais elle peut se faire aussi directement par contact avec la peau. Donc, quand nous avons une plante, cette plante-là qui se présente dans un endroit qui est fortement toxique, donc imaginez le danger auquel on s'expose lorsqu'on prend pour soigner une plaie ou bien pour faire, je ne sais pas, je ne vais pas aller plus loin, mais pour ceux qui connaissent un peu cette plante-là, ils voient un peu dans quelles conditions on l'utilise. Donc, c'est pour vous donner une idée d'espèce. Et c'est pour vous dire que ces plantes-là interviennent dans le processus de réhabilitation, de restauration des sites. Donc, lorsque on voit, et ça, très souvent, elle pousse naturellement. Elle pousse naturellement, on va dans les forêts pour s'en procurer, pour pouvoir les couper, pour pouvoir faire tout ce qui est médical. Mais ça nous invite aussi à avoir une idée de l'histoire du site lorsque nous voulons utiliser la plante là. C'est vrai que ça pousse naturellement, mais en voulant se soigner, on peut prendre d'autres problèmes. Et puis nous avons Imperata cylindrica. On parlait des espèces invasives. Par exemple, ça, dans certaines zones, tu veux faire une réhabilitation avec ça. Dans certaines zones, les gens vont refuser. Parce que, voilà, ils vont te dire, non, moi, je ne veux pas ça dans mon champ, ou bien je ne veux pas que tu utilises ça parce que ça m'a créé trop de problèmes. D'autres vont dire non parce que ça envoie des serpents. Donc, du coup, chacun va avoir son avis. Mais ce sont des sites qui ont été réhabilités de façon passive. Donc, on n'a pas apporté de grandes modifications et ça a été fait. Maintenant, cette plante, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Voilà, c'est le quinqueliba. Voilà, c'est le quinqueliba, cette plante-là. Combretum micranthum. C'est le quinqueliba qui a poussé naturellement sur le site au Burkina. Et pour le quinqueliba, pour ceux qui sont que ce soit en France, Madagascar, bon, je ne sais pas s'il y en a là-bas, qui sont en ligne, c'est un peu, cette plante a une histoire un peu comique pendant le corona, où il y avait une rumeur qui courait pour dire que cette plante-là, on pouvait guérir, en la consommant, on guérissait du corona. Donc, imaginez cette plante-là qui pousse sur un site contaminé, fortement contaminé. Tu me dis qu'elle soigne le corona. OK. Donc, je la fais bouillir et puis je consomme son infusion. Imaginez cette plante-là a une teneur élevée en cadmium. Cette plante a une teneur élevée en plomb. On dit, je vais me soigner du corona, je consomme. Donc, en voulant me soigner du corona, je ne guéris pas du corona et puis je me prends encore en plus un cancer. Ou bien une insuffisance rénale. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée du danger auquel on s'expose lorsque nous habitons soit aux alentours des sites miniers ou bien des sites qui ont une histoire minière, ou bien lorsque nous sommes dans des régions minières. Donc, c'est pour inviter tout un chacun à tenir compte de voilà, la végétation, la nature est notre amie, mais c'est toujours bien de connaître l'histoire du site, l'histoire de la zone, l'histoire de la région, lorsque peut-être on veut utiliser certaines espèces pour consommation.
On passe maintenant à la restauration active. La restauration active, c'est celle où l'homme est inclus dans le processus. Donc, c'est l'homme qui décide de pouvoir mettre en place sa technique, de pouvoir concevoir son idée, de pouvoir lui-même, tout ce qui est comme insuffisance du site, de pouvoir apporter une meilleure solution. Donc, il y a la contamination, il y a une évaluation de la contamination, il y a une absence de banque de graines, il y a une érosion sévère et instabilité sur le site. Donc, il faut pouvoir concevoir cela. Par exemple, ça, c'est le site, c'est le site de Benguéri. Et vous avez montré le site qui était fortement enherbé. Vous avez vu, lorsque nous avons pris le contrôle, voilà, nous avons décidé, vous voyez un peu le travail qui a été fait lorsque on revient du corona, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir donner une autre vie au site. Vous voyez les espèces qui étaient touffues là. Vous voyez comment tout est ordonné maintenant, parce que lorsqu'on les a coupées, on est parti au laboratoire avec ces différentes espèces-là pour pouvoir faire les analyses physico-chimiques et radioactives, ainsi que le sol. Donc, dans le principe d'économie circulaire, on va revenir dessus parce que c'était vraiment un pan d'économie circulaire que nous avons mis en place, que nous avons développé à travers ce projet-là. Donc, ainsi, on a l'amendement du sol. Donc, on décide de proposer une technique. Voilà, on en parlera à la prochaine séance pour pouvoir amender le sol. On incorpore de la matière organique. On ajoute des composants mycorhiziens si on veut. Comme aussi, ce sont des composants, comme aussi, il peut avoir des présences de mycorhizes de façon naturelle, mais on peut faire une inoculation qui peut se faire et puis pouvoir accélérer la croissance des espèces. Nous avons, dans la stratégie, il y a l'ensemencement et la plantation, les techniques de restauration. Quand vous voyez cette espèce-là, qui est l'olivier, dans la technique de réhabilitation, nous avons utilisé 6 espèces. Donc, vous voyez l'olivier qui est là. Ce qui est là, ce n'est pas l'olivier également. Lorsque nous avons mis l'olivier qui est là, ça, c'est le caroubier. Et puis, l'autre espèce qui est là, ça, c'est le faux poivrier. Donc, chaque ligne, on changeait des espèces. Et quand je pense, si cette espèce, c'est l'olivier, la prochaine ligne, c'est le caroubier. La 3e ligne, ça peut être la gagnier. La 4e ligne, c'est le faux poivrier. La 5e ligne, c'est le pistachier. Et puis, la 6e ligne, c'est l'eucalyptus. Donc, c'est un peu comme ça que on atteignait pour pouvoir accélérer la réussite de la réhabilitation. Donc, vous voyez déjà une idée de comment, lorsque nous sommes en restauration active, nous-mêmes, nous décidons de pouvoir planter le décor. Donc, les facteurs limitants, qui est la lutte contre l'érosion, la gestion hydrique, comme vous pouvez le constater, vous voyez j'espère que vous voyez mon curseur, hein. Vous voyez là, on a mis en place un système d'irrigation. C'est un système d'irrigation. Ça, c'était parce qu'en 2020, on est passé en forte saison sèche au niveau du Maroc et surtout dans ces zones comme Benguéri et Marrakech, on était en forte saison sèche. Donc, du coup, lorsque on a commencé les conditions hydriques ont commencé à s'améliorer parce qu'on utilise de l'eau on a un bassin qui est non loin, qu'on utilise, où on a connecté les différents trucs. Vous pouvez voir ici, généralement, ce sont les pompes qu'on utilisait pour pouvoir amener l'eau. Donc, on mettait en place des systèmes d'irrigation pour pouvoir accélérer le processus. Donc, les vannes, on les ouvrait avant le lever du soleil. Et puis, au coucher du soleil, ça dépend, parce que quand c'est en été, c'est un peu la galère parce que le soleil se couchait à 21h. Donc, imaginez, souvent on est jusqu'à 21h, 22h sur ce site-là, pour pouvoir, ou bien on déléguait des personnes pour pouvoir ouvrir les vannes afin de pouvoir apporter la quantité d'eau qu'il fallait en général. Donc, au niveau des techniques d'amendement, j'ai dit qu'on en parlera après, mais c'est vous donner une idée de ce que nous on a fait. Parce que le site qui est là, vous voyez là, ce n'est pas un sol normal. Là, c'est du sol que nous-mêmes on a constitué, qu'on appelle l'anthroposol. Tout ça là, c'est nous-mêmes qui avons fabriqué ça. Je vous avais dit qu'on avait ouvert des tranchées, et puis dans cette tranchée-là, on a mis un mélange. Je vais vous présenter le mélange là après, qui est là. Donc, c'est un peu ça. Du coup, le modèle d'intervention ça prend en compte cela, on évalue le truc, le problème. Après, on apporte l'intervention et puis, après l'intervention, on a un écosystème restauré. Donc, comme technique de préparation et d'amendement, il y en a plusieurs. Vous allez trouver
certains qui vont passer par des techniques d'amendement, c'est-à-dire, on va mélanger, on va mettre en place. Pourquoi on fait l'amendement? Certains vont se demander cela. J'ai parlé tout à l'heure du pH. Lorsqu'on a, généralement, dans les sites miniers, sites aurifères et autres là, ce sont des pH qui sont très acides. Donc, en faisant l'amendement, on va relever le niveau de pH. Parce qu'en relevant le niveau de pH, c'est comme si on est en train de partir vers le principe de complexation. Donc, c'est-à-dire, on veut former des complexes. On va former des boules en général. Si il peut m'exprimer comme ça. Donc, en augmentant le pH, on veut stabiliser notre milieu. Généralement, nous, notre site, ce n'était pas un site acide, c'était un site basique. Donc, on n'avait pas ce grand problème-là. Mais on avait le principe de valoriser le phosphogypse. Pour ceux qui connaissent le phosphogypse est très acide. Le phosphogypse, souvent, un pH de 2, de 3. Et celui-là, il est souvent jeté en mer. Donc, ça veut dire que ce n'est pas sustainable. Donc, comment faire pour le valoriser, pour ne pas qu'il représente un danger pour la population, et comment faire pour stopper, par exemple, pour réduire sa teneur en pH, pour le rendre plus ou moins acceptable, proche de 4, et proche de 5, et de 6, pour qu'il soit moins nocif pour la plante et même pour l'homme. Donc, du coup, nous, la technique d'amendement qu'on utilise, on décide de mettre en place un anthroposol où nous prenons 65%, donc ça veut dire, si on a un mélange de 1000 tonnes, ça veut dire on a pris 650 tonnes de phosphogypse, puisque pour ceux qui ne connaissent pas le phosphogypse, il a dit qu'il est acide, c'est un sous-produit du phosphate. Donc, lui, il est issu d'une réaction entre l'acide sulfurique et puis la roche phosphatée. Donc, la réaction entre l'acide sulfurique et la roche phosphatée donne un pH acide. Et du coup, pour 1 kg de phosphore, de roche phosphatée, on obtient 10 kg de phosphogypse. Donc, vous pouvez imaginer un peu comment la quantité de phosphogypse est énorme est énorme. Et cette quantité était généralement jetée en mer. Donc, ça représente un danger parce qu'un pH acide, c'est pas du tout bon. Donc, du coup, il fallait maintenant repenser pour la technique de valorisation en essayant de faire une association, c'est-à-dire une sorte de mélange pour créer un substrat qui a été mis en place qui peut retourner à la mine. Parce que pour ce cas de mine, ce n'est pas une mine acide, nous sommes dans un contexte basique, mais cependant, dans les sites miniers de l'OCP, ce sont des dynamites qu'on utilise pour pouvoir casser la roche. Et donc, lorsqu'on casse la roche et autres, le relief n'est pas du tout joli à voir, donc il faut stabiliser le relief. On en parlera certainement à la séance prochaine. Il faut stabiliser et autres, donc c'est ainsi que nous on a fait des tranchées. Donc c'est ce mélange-là que nous avons utilisé et avec une bétonneuse, on a fait le mélange pour pouvoir implémenter sur le site dans les différentes tranchées que nous avons creusées après stabilisation du sol. Donc, c'est clair qu'il y a plusieurs techniques. Il y a le chaulage, il y a la fertilisation, il y a d'autres vont ajouter. Même nous, on a fait ça. On utilisait plusieurs amendements sous serre, on a utilisé certains substrats qui étaient pauvres en azote. On a utilisé certaines teneurs d'azote pour pouvoir relever le niveau. C'était des tests qu'on avait fait le REGRA. Donc, on pouvait observer en fonction de l'évolution, pouvoir apporter des techniques d'amélioration. Donc, il y a le compost qui est utilisé, il y a le fumier, il y a les résidus de culture, et puis il y a le biochar dont nous parlerons ici. Donc ici, c'est un pan d'une étude de la mine de Simandou, quoique elle n'est pas totalement mise en truc, mais ceux qui sont en Guinée vont nous donner plus de détails s'ils en ont. Où le pH initial était de 4,2 et le pH après 2 ans a été relevé. Nous, c'était plus ou moins pareil. Avec le phosphogypse qui avait un pH de 3, avec les mélanges que nous avons fait, nous sommes montés à un pH de 6. Donc, c'est un peu l'avantage des techniques d'amendement, de pouvoir relever le pH. Plus le pH est proche de 7, plus nous avons un site qui est plus ou moins stabilisé, qui est plus ou moins où les éléments biodisponibles sont plus ou moins, ne remontent pas pratiquement au niveau de la plante. Parce que dans le principe de restauration des sites miniers, ce qui est important, ce n'est pas forcément des espèces
hyper accumulatrices dont il faut, mais pour les sites miniers de ce genre, il faut des espèces qui peuvent, des espèces qui sont plus phytostabilisatrices. Parce qu'il faut plus utiliser des espèces phytostabilisatrices que, par exemple, des espèces hyper accumulatrices qui vont enregistrer ces différents éléments-là au niveau de ces feuilles. Donc, l'objectif, c'est de corriger la carence nutritionnelle. Donc, en amendement, il y a certains éléments. Lorsque je prends le phosphogypse qui a des teneurs en phosphore, le phosphate slag, c'est un peu les bouts de phosphate. Les bouts de phosphate qui ont des teneurs qui peuvent contribuer à certains éléments qui contiennent des micronutriments. Et puis le seaweed sludge. Le seaweed sludge est les bouts de steppe. Les bouts de steppe qui sont issus de la mine qui sont issus de la ville de Bengueri. Bengueri, c'est une petite ville. C'est pas une ville industrielle. Donc, ces bouts de steppe là sont pas chargés en éléments de suspension, sont pas chargés en métaux lourds et autres. Donc, on les utilise pour leur richesse en matière organique. Donc, il y a l'amélioration de la structure et la rétention hydrique, et puis l'assimilation de l'activité biologique du sol. Le phosphogypse ici, un des caractères, un des trucs qu'il a aussi, c'est qu'il a une forte humidité. Il a une humidité généralement de plus de 60%, je crois bien. Donc, ça a été un avantage pour nous pendant le corona parce que pendant le confinement, il était impossible d'avoir accès au site. Donc, les espèces se sont développées naturellement au début avant qu'on commence à apporter une assistance. Donc, les études avaient montré que l'humidité qui était contenue dans le phosphogypse avait contribué à pouvoir faciliter la croissance agronomique de ces différentes espèces-là. Donc, au niveau de l'ensemencement, nous avons plusieurs sortes d'ensemencement. Donc, les semis, ça dépend des différentes techniques qu'on utilise. Nous, par exemple, on en parlera, comme je l'ai dit à la séance, nous, on avait fait nos premiers essais sous serre, et puis après, nous sommes partis pour la plantation. Donc, il y a semis aérien, donc ça dépend, il y a ce qui est mécanisé en utilisant les différents appareils là, et il y a la plantation avec une certaine densité que nous pouvons apprécier. Donc, ici, il est important de tenir compte des choix des espèces, parce que c'est ce que je disais, il faut prendre des espèces qui sont adaptées aux conditions, aux conditions pédoclimatiques du milieu. Il faut préparer le sol, c'est-à-dire veiller à la stabilisation du sol, et puis, il faut, mettre en place des techniques de protection, parce qu'on veut réhabiliter, mais si c'est un site qui est exposé ou qui est beaucoup traversé par des moutons et autres, ça peut représenter un danger parce que ces espèces-là peuvent mourir en consommant si le site est fortement pollué. Donc, nous avons des taux de couverture qui peuvent faire de 1 à 3 ans. Le site que je vous avais présenté ici, les essais, c'est depuis 2020. Donc, vous voyez, ce site-là avait 3 ans. Donc, 3 ans, vous voyez déjà, par rapport à la norme, on avait déjà des espèces qui étaient normalement, par exemple, quand tu prends le faux poivrier qui a 1 an, 2 ans, peut-être devait être à 2-3 mètres, on était déjà vous avez vu la première photo là, on était déjà à plus de 7, 8, 10 mètres. Donc, au niveau, nous avons un cas de réhabilitation active au niveau au Gabon, s'il y a des Gabonais, à Mwanda, donc qui était la réhabilitation d'une carrière de manganèse. Donc, je présente un peu plusieurs pays comme ça pour qu'on puisse avoir un peu le potentiel minier que nous avons, et puis en plus aussi pour dire aussi qu'on n'est pas en marge du processus de réhabilitation. C'est vrai que peut-être ce n'est pas totalement comme on le veut, mais nous sommes dans la phase de nous sommes conscients de l'enjeu de restauration de nos sites. Donc, c'était un mélange de graminées et de légumineuses. Donc, généralement, les légumineuses qui ont cette capacité-là de stabiliser l'environnement et puis de fixer l'azote qui ont ce rôle-là. Et même les graminées qui participent aussi à la stabilisation du sol.
Parce que quand tu utilises une espèce comme Regra, comme le vétiver, ce sont des espèces qu'on utilise en réhabilitation pour pouvoir stabiliser également le sol. C'est vrai que les études ont montré qu'elles ont un pouvoir de phytorémédiateur, mais c'est un danger qu'elles peuvent représenter, ces espèces-là, si le site n'est pas protégé, parce que ce sont des espèces qui peuvent être consommées par les herbivores. Donc, la densité ici était de 2000 plants par hectare, et puis la couverture, c'était 75% après 3 ans. Donc, on peut évaluer. Nous, notre site, c'était juste un petit site de 1 hectare où nous avons essayé d'estimer plusieurs plans. En voulant respecter aussi, parce qu'il fallait respecter une sorte de densité, même les distances entre les arbres pour pouvoir permettre la circulation de l'air et puis faciliter la croissance des espèces. Donc, on était à 182 arbres en général, donc par hectare. Donc, nous, c'était un test, mais eux ici, par exemple, c'était 2000 plants. Donc, vu que ce sont des graminées et des légumineuses, c'est un peu des principes de succès de réhabilitation, qui est une sorte d'association culturelle. L'avantage, c'est que les espèces n'ont pas les mêmes besoins alimentaires, entre griffes pour les plantes. Donc, le fait d'avoir des espèces qui n'ont pas les mêmes besoins hydriques et les mêmes besoins nutritifs évite ce qu'on appelle l'antagonisme. Donc, du coup, ça peut contribuer au succès de la réhabilitation sur les sites. On parlait tout à l'heure des espèces phytorémédiatrices et des plantes hyperaccumulatrices. Donc, on a ici l'exemple, parce que les mécanismes, il y a plusieurs sortes. Il y a la phytostabilisation, la phytoextraction, il y a la biostimulation. Il y a beaucoup, vous allez voir dans les documentations, il y a beaucoup. Mais ici, comme je l'ai dit, on va prendre en compte 2 mécanismes qui sont la phytoextraction et puis la phytostabilisation. Pour expliquer terre à terre, ici, ça c'est un principe de phytostabilisation. Et généralement, c'est ce principe-là qui est recommandé pour les sites miniers, surtout les sites miniers fortement pollués. La phytostabilisation qui a un objectif de pouvoir stabiliser le sol, stabiliser les différents constituants en réunissant les teneurs, les éléments, les ETM, les éléments traces métalliques dans les racines de la plante. Elles ne peuvent pas évoluer plus que ça. Elles sont emprisonnées. Donc, l'un des critères dans le choix, par exemple, de ces différentes espèces-là, il faut tenir compte de la biomasse. Parce que pour une espèce qui est capable de mobiliser dans ses racines de telle teneur, c'est qu'elle doit avoir une biomasse racinaire développée. Donc, ça veut dire, dans le choix des espèces, il faut tenir compte du fait que, est-ce qu'en prenant cette espèce-là pour un site minier, est-ce que cette espèce-là a une biomasse racinaire développée? Ce qui nous amène donc à pouvoir toujours faire des analyses, des études sous serre avant de partir en plein champ. C'est très, très important dans le processus de réhabilitation. Ça te permet de pouvoir avoir une petite étude, de pouvoir faire d'abord le test de germination, pour voir est-ce que la germination est une réussite. Et puis après, pouvoir évaluer tout ce qui est et tout ce qui est, comment on appelle ça, biomasse racinée au niveau de la racine et puis la biomasse aérienne. Donc, dans le principe de phytostabilisation, c'est ce qui est là. Donc, vous voyez là le zinc, le cuivre, le zinc, le cuivre, qui sont là, qui ont été piégés. Dans le fond, c'est le piégeage qui a été piégé au niveau des racines. Donc, nous avons une immobilisation des contaminants dans la rhizosphère. Nous avons la précipitation par exudat racinaire, qui est... L'exudat racinaire, je vais expliquer, pour expliquer terre à terre, l'exudat, c'est comme, j'ai dit, bon, c'est pas aussi, c'est une hormone, c'est-à-dire, c'est un jus qui est produit par les racines qui viennent piéger le métal là. Donc, ce jus-là, lorsque ces plantes-là développent ça, cette phytohormone-là, elle est piégée automatiquement elle piège cette espèce-là. Elle l'utilise pour sa croissance, mais sans vraiment monter dans la partie aérienne. Donc, du coup, c'est un mécanisme qui est mis en place où les éléments sont stoppés
les éléments qui peuvent remplacer un danger. C'est-à-dire, cette plante a cette capacité de filtrer ce qui est bon pour elle et puis de garder dans ses racines c'est de garder dans ses racines ce dont elle n'a pas besoin. Cependant, donc comme je disais, ça, c'est beaucoup recommandé pour les sites miniers, surtout les sites fortement pollués, de développer les plantes phytostabilisatrices. Cependant, au niveau des plantes phyto-extractrices, certains sites vont l'utiliser. Je sais que, par exemple, il y a une étude à Nantes qui avait été menée, mais le danger, c'est clair que les deux ont un danger. Après, je vais parler du danger de l'autre. Le danger ici, c'est que c'est au niveau, vous voyez les feuilles là. Lorsque les feuilles, les différents éléments se trouvent dans les feuilles, les éléments traces métalliques qui représentent un danger se trouvent dans les feuilles. Et lorsqu'elles tombent, c'est comme si le système c'est comme si ça devient un système circulaire. C'est un système circulaire. Donc, par exemple, à Nancy, à l'université de Nancy, ils avaient développé un principe où ils avaient mis des filets pour pouvoir recueillir les feuilles qui tombaient. Et ces feuilles-là, ils avaient mis en place un système pour pouvoir utiliser les différents éléments-là, les différents métaux lourds qui étaient là, pour pouvoir les utiliser comme des catalyseurs dans les réactions chimiques en laboratoire. Donc, vous voyez, ça vous dit que voilà, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Donc, chacun. Mais nous, dans nos pays africains, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de sites qui mettent des filets sur les mines pour pouvoir recueillir les plantes. Donc, l'avantage serait de développer des plantes phytostabilisatrices. Cependant, le danger que représentent ces plantes-là, on parlait de prendre en compte l'effet des conditions pédoclimatiques et aussi du fait du changement climatique qui est un danger, un risque pour la réhabilitation des sites. Parce que lorsque, par exemple, on se dit on travaille sur un site aride, donc du coup, on utilise des plantes qui sont adaptées aux conditions, des plantes qui respectent et des plantes qui sont habituées à la sécheresse ou bien à la pluie. Lorsque on a des plantes phyto comme ça, dans des zones arides et qu'on a la pluie, ces différents éléments-là, le danger, c'est que si le sol n'est pas stabilisé, ces différents éléments peuvent être lessivés par l'eau de pluie et, par exemple, si on est sur une pente, si la pente n'est pas stabilisée, elles vont être lessivées. Si, par exemple, l'élément se trouve là, sur la pente, elles vont être lessivées ou, par exemple, se retrouver dans le bas-fond qui peut représenter un danger si c'est une eau qui est consommée par la population. Donc, il y a toujours un pour et un contre, mais c'est pour ça qu'il est demandé d'inclure les institutions de recherche dans les processus de réhabilitation des sites. Donc, au niveau de la mine putrifère du Katanga qui est au Congo, il y a différentes espèces qui avaient été utilisées. Donc, il y a des espèces, et chaque espèce a une caractéristique. Donc, en fonction de l'ampleur du site et de la contamination enregistrée sur le site, les espèces peuvent être utilisées pour pouvoir remédier au cas de pollution. Donc, dans les critères de sélection, il y a la tolérance aux métaux. Il faut que l'espèce qui est choisie là, quand on dit tolérance, ça veut dire qu'elle accepte le métal dans sa croissance. Et un avantage, il faut que la croissance soit rapide. Parce que lorsqu'on parlait de la restauration active, l'un des retards, c'était la lenteur dans le processus de comment on appelle ça, dans le processus la lenteur dans le processus de réhabilitation, de restauration. Il faut que la plante ait un système racinaire développé, un système racinaire adapté. Si c'est par exemple le principe de phytostabilisation que je veux développer, je dois tenir compte par exemple du fait que la plante est comment on appelle ça là, une biomasse racinaire qui est bien développée. Mais il est important de dire aussi qu'il y a des plantes comme l'acacia mangium, l'acacia auricularis, qui ont cette possibilité de pouvoir être en même temps bio-stabilisatrices et bio-accumulatrices. Donc, il y a des plantes qui ont cette capacité-là, dont il ne faut pas négliger en général. Ici, l'exemple au niveau du biochar. Le biochar qui se développe de plus en plus, il y a une technique de pyrolyse qui est mise en place pour pouvoir obtenir, dans terre à terre, c'est du charbon biologique, c'est du charbon qui est obtenu. Donc, à partir de cela,
La restauration, c'est beaucoup de calculs. C'est beaucoup de calculs. Donc, ça veut dire, dans le principe de restauration, il faut toujours inclure ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Donc, ça veut dire tout le monde peut intervenir, que ce soit les chimistes, les physiciens, les pédologues, les géologues. Tout le monde a son mot à dire. Les ONG, les sociologues, tout le monde a son mot à dire. Les biologistes, voilà, les phytopathologistes, tout le monde a son mot à dire là-dessus. Donc, les propriétés ont été évaluées. Une porosité, parce que la porosité va contribuer aussi à pouvoir piéger certains éléments. Avec un pH alcalin, il parlait du pH alcalin, qui est favorable au sol minier acide. C'est ça. Parce qu'un pH alcalin qui est favorable, un pH alcalin, il est favorable, j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il va permettre de créer des complexes et de pouvoir capter les éléments là au niveau de la racine. Et au niveau pour que ces éléments restent seulement dans le sol et ne pas monter pour représenter un danger par leur chute. Donc, les bénéfices, nous avons l'amélioration physique, l'amélioration chimique, le pH qui s'améliore, la CEC qui est bonne, le principe de séquestration du carbone, la séquestration du carbone, le CO2 ne s'envole plus, il est capté, le C est capté dans le sol. Et puis l'amélioration biologique, qui est une activité microbienne qui est là. Tu vas voir, par exemple, ces sites vont commencer à développer des vers de terre qui sont des indices, des vers de terre qui sont des présents des indices de fertilité des sols qu'il ne faut pas négliger également. Donc, nous avons, c'est clair que plusieurs études même, moi, c'est que lors de mon dernier voyage en Chine, ils avaient développé des biochars, des trucs de biochars avec les bambous pour pouvoir utiliser ça dans la phytoremédiation. Donc, il y a l'amélioration de l'absorption, il y a l'amélioration de l'activité microbienne et puis il y a aussi l'amélioration des éléments nutritifs qui sont utilisés de façon intelligente, de façon intelligente et efficace par la plante. Donc, nous avons une amélioration aussi des paramètres physico-chimiques qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il y avait surtout la croissance, parce que la plante, ça contribue à la croissance de la plante qui est un facteur de succès du site minier. Donc, ici, nous avons le cas de la mine de cuivre et de cobalt à Kipushi, dans le Kantaga, au Congo, où la préparation s'est faite en plusieurs phases. Comme je disais, on avait parlé de ça, on avait parlé de la préparation, ils ont pris 6 mois. L'ensemencement s'est fait pendant la saison pluvieuse. Ils ont étudié graminées, légumineuses et du biochar. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée des techniques qu'il faut utiliser dans le cadre de la réhabilitation des sites, qui est l'association graminées et puis légumineuses, qui est un facteur de réussite qu'il ne faut pas négliger, en ajoutant le biochar. Nous, certainement, je vais vous présenter un peu dans le principe d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est vraiment pas de réhabilitation, mais l'économie circulaire, c'est un autre aspect où il y a une petite différence que j'aurai à présenter le vendredi prochain. Donc, les plantes qui sont utilisées, j'avais parlé tout à l'heure d'Acacia auriculoformis. Il y a pas mal de plants, je crois que il y a beaucoup de centres qui vendent ces semences-là, qui peuvent être utilisées pour la réhabilitation. Et puis, nous avons des hyper accumulatrices. Et nous avons aussi l'inoculation. Il y a beaucoup de centres. Il y a pas mal de centres ou bien de laboratoires qui développent les inoculums. Moi, je sais qu'il y a le laboratoire au niveau de l'Institut du Sénégal, ISRA, si je ne me trompe pas, qui développe qui vendent des inoculums pour pouvoir, quand on utilise pour la réhabilitation des sites, et même qu'on peut utiliser. Les inoculums peuvent s'utiliser aussi en agriculture pour pouvoir faciliter la nutrition des plantes. Donc, après 3 ans, nous avons une couverture végétale de 75%. Nous avons une biomasse qui est élevée. Nous avons une érosion qui est réduite parce que dans le principe de stabilisation, c'est très important. Sinon, tu vas finir ton processus, tu vas utiliser des plantes phytostabilisatrices, tout, et puis après, paf, tout sera lessivé et tout à reprendre à zéro. Et puis, nous avons une réduction de la biodisponibilité du cuivre. Donc, en général, les facteurs, nous avons un amendement, une végétalisation. Et puis, parce que je parlais de revégétalisation, parce que revégétalisation, ça veut dire, si par exemple, j'étais dans un site, une forêt ou bien un site qui avait une végétation, il est important de pouvoir repenser pour pouvoir remettre en place la végétation qui se trouvait. Pas forcément la même végétation, mais une végétation améliorée. Donc, des espèces doivent être adaptées aux conditions métallicoles, c'est-à-dire
des espèces en terre, qui aiment les métaux, et puis un suivi scientifique rigoureux. Il ne suffit pas de faire la réhabilitation. Oui, on a fini de réhabiliter, et puis c'est fini, on disparaît. Non, non. Dans pas mal d'études en France, dans pas mal d'études en Chine et autres, chaque 5 ans, chaque 10 ans, d'autres, en général, c'est chaque 10 ans, ils font ce qu'on appelle un suivi du site pour voir un peu est-ce qu'il y a eu libération ou bien est-ce que l'accumulation continue toujours à se faire ou bien est-ce que le site a été stabilisé. Donc, c'est dans le principe de réhabilitation, il faut faire un suivi scientifique pour que, donc, si quelqu'un, moi, au cours de ma thèse, j'ai mis l'accent dessus pour dire qu'il faudrait que le site continue à être suivi. Il faut que le site ne reste pas comme ça. Normalement, on avait déjà plus de pratiquement 5 ans, le site avait déjà 5 ans, qui est déjà jeune, mais j'avais demandé qu'à déjà 5 ans, cette année, qu'il faille qu'une autre étude soit faite pour pouvoir suivre l'évolution physico-chimique, microbiologique et même radioactive du site. Et sinon, à la limite, dans la 10e année, faire un suivi. Donc, dans les critères de sélection, c'est clair, on parlait de plantes qui sont tolérantes au stress hydrique, c'est très important, surtout dans un contexte minier, parce que généralement, les sites miniers sont fortement dégradés. Donc, il faut des sites, donc c'est dégradé, la végétation est accidentée, le relief est accidenté. Donc là, il faut repenser les choses pour pouvoir mettre en place des sites qui peuvent s'adapter au milieu. Donc, des sites qui sont tolérants aux carences nutritionnelles, donc qui peuvent soit développer des mécanismes de nutrition parce qu'elles sont soit adaptées aux conditions arides, donc elles poussent sans problème, même si on ne leur apporte pas de nutriments, et puis qui sont résistantes aux métaux lourds. Donc, qui peuvent développer des mécanismes d'exclusion ou de séquestration. Soit elle rejette, ou bien soit elle va capter dans ses racines. Donc, les différentes fonctions, il y a la fixation d'azote, c'est pour ça qu'on utilise les légumineuses qui développent des nodules. Donc, il faut voir si les légumineuses ont développé des nodules, ces nodules-là qui peuvent fixer l'azote et puis faciliter également la nutrition. Nous avons aussi la vitesse de croissance, qui sont des éléments qu'il faut peut-être. Donc, ça veut dire, lorsqu'on met en place le site, il faut toujours avoir un témoin pour pouvoir, ou bien une zone qui est plus ou moins saine, pour pouvoir évaluer si est-ce que la croissance sur mon site est supérieure ou égale, ou bien si peut-être elle est inférieure. Et si elle est inférieure, comment mettre en place d'autres systèmes. Et puis, avoir un système racinaire profond et ramifié pour stabilisation. Parce que le cas des acacias mongium, les acacias sont reconnus pour un système racinaire profond. Donc, si plus tu as un système racinaire profond, ça veut dire que tu casses tout ce qui est tout ce qui est dureté dans le sol par tes racines. Donc, plus en cassant ces résistances dans le sol là, ça te permet d'avoir un environnement qui est plus favorable à d'autres plantes. Donc, je sais que, par exemple, en Côte d'Ivoire, dans le cas de la lutte contre la sécheresse, dans le nord, il y avait un programme de stabilisation de sol avec l'acacia qui avait été mis en place par les eaux et forêts et le ministère de l'Agriculture. Donc, bon, certainement, ceux qui ont plus d'idées, qui sont de la Côte d'Ivoire, vont partager cette expérience-là. Donc, il y a le critère socio-économique qui est important parce qu'on ne vient pas mettre quelque chose, on ne vient pas mettre une plante sans tenir compte de la population. Non, parce que moi, j'ai fait mes études aux États-Unis, on m'a dit que cette plante-là, elle est riche, cette plante-là, elle a un pouvoir accumulateur très puissant, donc j'impose. Non, c'est pas comme ça. Il faut tenir compte de qu'on appelle écotype. Donc, il faut tenir compte de la région, il faut tenir compte de l'acceptation, il faut tenir compte de la communauté même pour pouvoir, la perception qu'elle a, l'acceptation à la clé, l'acceptation de la communauté locale. Il faut que la communauté accepte cette plante-là. Il faut que la communauté accepte. Moi, je prends une plante, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, qui est le jatropha, qui a des pouvoirs de réhabilitation, qui a certains aspects qu'on peut utiliser pour la réhabilitation. Le jatropha, on va se dire, c'est une plante, oui, c'est une plante comme toute autre. Mais par exemple, le jatropha ici, dans certaines coutumes, c'est une plante lorsque
Si par exemple, on a un conflit foncier, je plante le jatropha je plante le jatropha. C'est un peu comme si c'est en griffe, comme s'il maudissait le sol. Donc, c'est-à-dire, personne n'a le droit d'enlever le jatropha là. Si le seul qui a le droit d'enlever le jatropha, c'est celui qui l'a planté. Donc, si par exemple, déjà, si une population a cette perception-là de la plante, c'est clair que tu ne vas pas l'utiliser pour venir faire la réhabilitation du site. Parce que si déjà, de façon, que ce soit de façon spirituelle ou bien de façon coutumière, elle n'accepte pas dû à cet aspect-là. Donc, tu ne vas pas imposer le jatropha comme plante à réhabiliter, qui va être utilisée pour réhabiliter le site. Donc, il y a plusieurs espèces, mais il faut tenir compte de l'acceptation de la communauté. Donc, ces espèces-là ont plusieurs caractères, mais elles ont cette capacité-là de développer moins de radicaux libres et puis de pouvoir, par ces facteurs antioxydants, de pouvoir capter tout ce qui est comme danger. Donc, il y a l'exclusion, donc il y a la limitation de l'absorption racinaire, dans le cas de la phytostabilisation. Il y a la chélation. La chélation, c'est-à-dire lorsque les éléments sont chélatés, donc ils vont former des complexes pour ne pas être pris. Je parlais tout à l'heure de CaCl2 ou bien d'autres éléments qui peuvent être formés, qui peuvent former des complexes pour neutraliser le danger. Donc, il y a le stockage vacuolaire et puis la métabolisation, développer d'autres métabolismes pour pouvoir réduire le stress. Le stress oxydatif en général, ça dépendra. Donc, la sélection combine espèces pionnières à croissance qui combine espèces pionnières à croissance rapide et espèces climatiques ou bien climatiques. Quand on parle de climax, c'est plus tenir compte, quand on parle de climat, c'est un environnement propice. En général, c'est à petite échelle pour assurer la durabilité du système restauré. Donc, c'est tenir compte du climat ou bien de tenir compte uniquement des conditions dans cette zone-là. Donc, ici, nous pouvons voir un peu le choix, toujours dans le cadre du choix de certaines espèces qui sont les espèces indigènes ou phytoaccumulatrices. Nous avons plusieurs, donc comme je disais, adaptation aux conditions locales, la conservation de la biodiversité et l'intégration sociale, connaissances traditionnelles et usages locaux. C'est très important. Soit peut-être, ça peut être une plante que nous, on va accepter parce que c'est une plante qui a beaucoup de vertus médicinales. Donc, elle est phytostabilisatrice, mais en plus de ça, elle a un avantage, on peut l'utiliser pour pouvoir soigner. Donc, tiens, moi, en tant que population, ou bien si c'est une zone où il y a beaucoup de guérisseurs, tiens, nous, on accepte. Parce que c'est un avantage pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'intégration sociale. Donc, les enjeux au niveau des plantes, il y a plusieurs. Il y a la dépollution, la capacité d'accumulation, voilà, qui est très élevée au niveau des états accumulatrices, ça sont des hyper accumulatrices, et puis l'adaptation aux conditions extrêmes. Donc, l'acacia mongium qui a cette facilité-là. Les études parlent de moins 5 degrés jusqu'à 40 à 50 degrés. Donc, vous voyez au niveau de l'acacia comment ces plantes-là peuvent s'adapter. C'est clair qu'il y en a plusieurs. Il y a même l'eucalyptus qui a ces vertus-là qui peuvent s'adapter également au site. Donc, il y a ici, par exemple, certaines espèces qu'on propose, comme graminées et légumineuses et espèces ligneuses, et même hyperaccumulatrices qui peuvent être utilisées, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et puis en Afrique de l'Est. Donc, c'est clair, le PowerPoint et autres, vous aurez accès à ça après. Donc, ici, en Afrique centrale, je vais prendre par exemple en Afrique centrale, comme graminées, mélinis, minitiflora, il y a Crotalaria cobalticola. Il y a certaines plantes, lorsqu'on entend le nom, par exemple, c'est qu'il y a une légumineuse qu'on peut utiliser pour la réhabilitation des sites contaminés par le cobalt dans des régions comme le Congo. Et l'acacia auricularis, qui est une espèce ligneuse. Et puis, la Maniastrum roberti, qui peut être utilisée pour le cuivre. Un aspect important qui est la stabilisation et la protection des sols dégradés. Donc ici, nous voyons une étude où on met en place des techniques de stabilisation du sol.
Ce sont des techniques qui sont même dans nos pays, généralement sur les talus et autres, soit on essaie de mettre en place des talus, de stabiliser les talus. Mais ce sont des trucs qui peuvent se faire aussi en réhabilitation des sites pour ne pas que les éléments soient lessivés, pour ne pas que certains éléments représentent un danger en retournant encore à l'état initial. Donc, ça prend en compte plusieurs choses. Moi, j'ai vu cette technique également en Chine où même ils essaient de faire des zones bétonneuses bien pour stabiliser les différents ponts. Au Maroc également, il y a des études où dans les études, par exemple, du professeur Hakou, dont je me suis beaucoup inspiré, et qui a développé un peu des techniques de ce genre pour pouvoir stabiliser ces différentes pentes-là. Donc, on stabilise et puis on essaie de planter les différentes espèces soit même sur les flancs. Il y a également un projet qui est en train d'être développé également sur comment même ne pas perdre l'eau qui descend depuis ces flancs-là et qui arrive, par exemple, au bas là. Donc, il y a plusieurs études qui sont développées par pas mal de laboratoires, que ce soit en Afrique comme en Europe. Donc, ici, ça peut être des brisons ou des rédifs, et puis une sorte de bioingénierie pour pouvoir, parce que c'est ça, la réhabilitation, il faut donner un côté esthétique au site. Il y a des sites qui ont été réhabilités qui sont vraiment une beauté sans pareil, ou même on ne se rappelle même plus du contexte pédogénétique même, parce que c'est une autre vie qui a été mise en place. Donc ici, il y a des études aussi qui peuvent se faire avec des fibres de coco, de junte et de sisal. Nous, on avait fait des études dans le cas de la réhabilitation des décharges et il y avait des études des fibres de coco pour voir un peu la capacité à utiliser les fibres de coco comme amendement pour pouvoir réduire la pollution des sites. Donc, dans un contexte africain, les bonnes pratiques, c'est de privilégier les matériaux locaux pour réduire le coût. Donc, si par exemple, moi, je suis dans une zone où il y a beaucoup de coco ou par exemple, il y a beaucoup d'autres espèces, c'est de voir, par exemple, comment pouvoir utiliser ces espèces-là, ou bien quelle est l'étude qu'on peut mettre en place pour pouvoir valoriser ces espèces-là dans la réhabilitation. C'est pour ça que je dis il est important d'inclure des scientifiques dans les processus de réhabilitation. Combiner les techniques végétales et structurelles, adaptées au régime pluviométrique. Si c'est une zone qui a une forte pluviométrie, comment réduire le processus de lixiviation, de lessivage, pardon, et intégrer un savoir traditionnel. Voilà. Dans nos pays, on a toujours, et c'est ça, même dans le principe de réhabilitation, il faut toujours se servir du savoir local. C'est très important et c'est une richesse même pour nous et même pour pouvoir avoir des justifications. On peut plutôt avoir des justifications scientifiques sur ces différents aspects qui sont faites peut-être de façon pas inconsciente, mais de façon générationnelle, mais on peut donner une justification scientifique. Donc, au niveau des innovations, c'est clair qu'avec la réhabilitation, il y a beaucoup d'innovations maintenant qui sont faites, beaucoup d'innovations. Donc, nous avons la réhabilitation qui peut se faire hydrogel et polymère. Il y a des études il y a beaucoup d'études, beaucoup d'articles qui sont rédigés. Il y a pas mal d'études qui sont faites en laboratoire, donc qui doivent se faire en plein champ, où on essaie de développer ces complexes. Il y a les micro-organismes bénéfiques. Il y a beaucoup de travaux sur les mycorhizes, avec les rhizobiums, avec les bactéries et autres, pour pouvoir voir la capacité, par exemple, en développant des mycorhizes, à pouvoir séquestrer les métaux lourds dans les racines, ou bien pour pouvoir capter certains éléments pour pouvoir faciliter la nutrition de la plante. Et la nanotechnologie. Donc, soit maintenant, beaucoup développent des granulés pour pouvoir nourrir les plantes, nourrir même les différentes espèces qui sont sur le site là. Et respecter un peu le principe de 4A qui est apporter l'engrais au bon moment ou bien au bon moment, au bon endroit et puis la quantité idéale. Donc, c'est un peu ça. Donc, au niveau des précautions à prendre, il y a les tests préliminaires à petite échelle. Comme je disais, il faut toujours aller sous serre ou bien en laboratoire faire des premiers tests parce que le principe de réhabilitation, c'est
c'est vrai qu'il ne coûte rien par rapport aux principes chimiques ou physiques, mais il est quand même coûteux. Se ressourcer localement, les souches microbiennes pour adaptation. Donc, on parlait des inoculums. Il y a d'autres qui peuvent aller acheter des inoculums. Ceux qui n'ont pas les moyens, ou bien même ceux qui ont peut-être des analyses de pointe, peuvent aller sur ces sites pollués-là, pouvoir prélever les différents éléments. Nous, on les a fait. Comment on appelle, les isoler et puis voir les micro-organismes qui ont cette capacité de pouvoir solubiliser, par exemple, pour un exemple, le plomb ou bien le cadmium. Donc, il y a des études qui peuvent se faire également. Donc, c'est possible. Donc, il faut inclure certainement la microbiologie dans la réhabilitation et puis évaluer les impacts environnementaux à long terme. Donc, si par exemple, on se dit, bon, on a réhabilité aujourd'hui, mais chaque 10 ans, on va faire un suivi pour voir un peu, l'impact du travail qui a été fait face aux conditions pédoclimatiques. Donc, il faut adapter en général chacune des études là à nos contextes. Si c'est en un contexte semi-aride, ou bien en un contexte humide, ou bien on est en contexte, dans tout autre contexte, dans le cadre de la réhabilitation. Donc, pour conclure, on peut dire que les approches passives et actives sont complémentaires et doivent être adaptées au contexte spécifique du site. La sélection d'espèces doit intégrer critères écologiques, fonctionnels et socio-économiques. Comme je le disais, la stabilisation des sols est un prérequis essentiel à tout succès de revégétalisation. Et puis les innovations, que ce soit avec le biochar, la phytoremédiation qui est qui est maintenant en vogue de nos jours lorsque on parle de tout ce qui est sustainable, offre des solutions adaptées au contexte africain. Donc, les facteurs de succès, nous avons un suivi scientifique rigoureux, la participation communautaire. On ne peut pas faire de réhabilitation de sites sans inclure la communauté locale. Et puis, une approche adaptive, tenir compte du contexte, tenir compte du lieu, tenir compte des réalités du lieu pour pouvoir faire. Donc, la restauration écologique n'est pas seulement une science, mais un art qui s'adapte aux réalités locales. Donc, ainsi pour fin de module. Donc, on va passer maintenant aux séances de questions et puis, à partir des différentes, s'il y a des interventions à faire, pour ceux qui le veulent bien, vous pouvez commencer. Donc, merci encore. Donc, Madame Monique. Oui, vous pouvez. Oui, Madame Monique, vous pouvez prendre la parole. Hein. Bon, si Ridouane Astanti, tu peux prendre la parole. Ridouane. Mais attends, oui, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci, Dr Donatien, pour cette brillante présentation. Donc, j'ai deux questions. Oui, en fait, oui. j'aimerais savoir, pour la restauration des sites miniers, quels sont les indicateurs les plus fiables pour mesurer le succès écologique d'un projet de réhabilitation minière sur le long terme? Et en plus, quelle est la fréquence et les méthodes de suivi du site? Et enfin, comment intégrer les communautés locales dans les projets de réhabilitation des sites miniers? Ok, merci encore. Donc, au niveau des indices de réhabilitation, en fait, il y a plusieurs indices. Hein. La dernière fois, je parlais du calcul des indices de Shannon et autres qui peuvent être des indicateurs. Mais une chose est sûre, c'est que les premières études qu'on réalise en général, c'est très souvent pour avoir. C'est pour ça qu'il est important de faire une analyse avant la réhabilitation. Donc, lorsqu'on fait l'analyse avant la réhabilitation, on a déjà une idée des teneurs en éléments toxiques, du pH
vous avez vu les différents travaux que je présentais. Par exemple, lorsqu'on a parlé des différents sites miniers, on a dit voici la teneur en pH au début et puis voyez la teneur obtenue après. Donc, c'est toujours d'abord important d'avoir des résultats avant la réhabilitation. Et puis, après la réhabilitation, ou bien pendant la réhabilitation, évaluer généralement chaque 2 ans, ça dépend. Mais pour une première étude, entre 0 et 5 ans, fait d'abord avoir une idée. Et puis après, pour le suivi, d'autres préfèrent le faire chaque 10 ans. Chaque 10 ans, parce que chaque 10 ans, ça te permet, chaque 10 ans, c'est un peu plus intéressant parce que tu sais que le pH aura évolué, tu sais que la matière organique, il y a plusieurs, en tenant compte comment on appelle ça là, des paramètres de topographie, de relief, tout ça là, il aura plus une amélioration. Donc, généralement, dans la littérature, pas mal propose 7 ans ou bien 10 ans pour pouvoir faire un suivi en général. Dans les indices, il y a des paramètres agronomiques dont il faut tenir compte. Parce que on dit l'espèce qui est utilisée, si c'est une espèce hyper accumulatrice à croissance rapide. Donc, lorsque je compare mon site au site témoin et puis je constate que elle n'est pas, c'est une espèce qui est censée être à croissance rapide, qui ne se développe pas comme cela se doit. Donc, ça veut dire il y a lieu d'avoir une idée des contraintes, soit ça peut être par exemple des conditions hydriques qui ne sont pas satisfaisantes, dont il faut tenir compte, ou bien voir comment améliorer, ou bien peut-être c'est peut-être le climat qui ne favorise pas. Donc maintenant, pour inclure la communauté locale, en général, lorsque les sites, parce que très souvent dans pas mal de nos pays, les sites, très souvent ça peut être dans des villages, les sites miniers. Donc en général, s'il faut inclure la communauté locale, ça veut dire il y a des zones où, par exemple, l'étude commence par des enquêtes. Puisque déjà, on fait des études d'impact environnemental. Donc, après, très souvent, on fait des enquêtes pour voir un peu l'acceptation de la population, par exemple, sur les processus de réhabilitation. Donc, pour inclure la communauté, tu peux déjà commencer par exemple, une série d'enquêtes pour voir un peu, soit peut-être des entretiens ou bien des entretiens individuels ou bien des focus group, pour voir un peu comment les gens peuvent réagir face à la réhabilitation et puis quelles sont les espèces, par exemple, qu'elles préconiseraient ou bien d'autres peuvent dire, bon, nous, on veut cette espèce-là parce que on utilise ça, par exemple, pour se soigner, donc nous, on voudrait ça, ou bien, par exemple, d'autres vont dire, non, on ne veut pas cette espèce parce que, voilà, ça bousille les différentes plantations des gens. Donc, c'est beaucoup une approche. Mais elle se fait également par l'intégration de nos gouvernements. Donc, très souvent, sur chaque site minier et autres, il y a toujours des représentants du gouvernement. Donc, ces représentants-là, par exemple, peuvent être chargés d'être des ponts entre les différentes personnes. Lorsqu'on parle des différents sites, les arbres et autres, tout ce qui est hydrique et tout ça, ça prend en compte les eaux et forêts. Donc, les eaux et forêts peuvent être ce canal-là qui peut faciliter la communication entre les habitants et puis les exploitants miniers pour pouvoir soit par exemple la sécurité du lieu, soit par exemple la surveillance des différents sites. Donc, ce sont des techniques comme ça qui peuvent montrer l'intérêt de la population parce que lorsqu'on arrive dans la zone, il y a toujours des sous-préfets qui représentent le président, il y a toujours par exemple au Maroc, on parle il y a toujours les Moukatar, les Walid, tout ça là, qui ont ce rôle-là de pouvoir, qui peuvent aider à pouvoir accompagner ces processus-là d'intégration. Donc, c'est pas si on se fait comprendre. Monsieur. Oui, merci beaucoup. Vous avez totalement répondu à la question. Mais désolé de monopoliser la parole, mais j'ai une toute dernière question qui m'est venue en tête, si c'est possible. OK. OK. Avant la réhabilitation du site minier, quelle est la stratégie de gestion des déchets miniers avant la réhabilitation? OK, bon, avant la réhabilitation, tu sais, ça dépend de chaque entreprise. Mais généralement, dans les études d'impact environnemental ou bien tout est donné.
même les plans de gestion. À la réunion passée, il y avait M. Tara Florent qui en parlait. C'est-à-dire, il y a un cahier des charges qui est donné clairement, mais qui n'est pas du tout respecté. Donc, si par exemple, l'entreprise dit, bon, nous, nos déchets, voici où on va les stocker, voici comment on va les traiter, tout le plan est déjà connu. Maintenant, cela n'est pas respecté, soit peut-être parce qu'on empêche même d'aller sur le site, ou bien peut-être il y a beaucoup, parce que c'est clair, tout ce qui est site minier rime avec corruption. Ça, faut pas, on va se mentir. Donc souvent, dans ces zones, beaucoup peuvent être corrompus, ce qui fait qu'on ne s'intéresse plus à comment les déchets sont traités. On empêche même l'État ou bien peut-être certains décideurs ou bien certaines ONG d'avoir accès au site. Donc, tout ce qui se passe là-bas, on ne sait pas. Donc, en général, les plans de gestion des déchets, tout ça là, c'est chaque entreprise qui manage cela. Donc, il y a son plan avec tous ceux qui sont chargés de l'environnement, QHSE, tout ça là. Mais une chose est sûre, le respect, ce n'est pas totalement respecté, comme aussi d'autres respectent cela, ou bien d'autres s'imposent cela en mettant en place des politiques RSE pour pouvoir rattraper toute cette dégradation-là. Donc, M. Taflo. Bon, on va aller un peu plus vite parce qu'il est déjà, nous sommes au thème du cours. Monsieur Ta? On va passer à la deuxième, Monique. Madame Monique. Oui, monsieur Ta, je suis là. Ah oui, ok, d'accord. Merci, docteur. Moi, j'ai fait les méthodes de respiration dont vous avez parlé. Je vois que c'est industriel, ça dit, c'est des gros moyens. Or, nous, aujourd'hui, dans nos forêts, nous constatons que, les clandestins font plus de dégâts. Mais pour les dégâts causés par les clandestins, est-ce qu'au plan local, à l'initiative des petites organisations, des petites associations, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes à petite échelle et accessibles aussi pour la population locale? Parce que les clandestins, bon, ils le font à petit, en tout cas, ils causent d'énormes dégâts. Ils font même des forces de près de 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Et quand ils finissent, ils abandonnent les sites. Est-ce qu'au niveau local, à l'initiative des petites associations, les gens ne peuvent pas faire la restauration aussi? Merci. Ok, merci encore. Voilà, exactement. Les différents cas de figure sont présentés. Il y a cet aspect-là du fait que, par exemple, l'entreprise peut mettre en place un compte séquestre pour pouvoir réhabiliter. Comme aussi, comme je parlais des scientifiques, il faut assister. Des scientifiques ont pu avoir un financement pour réhabiliter un site. Donc, ce sont des cas de figure. Maintenant, il y a ces cas de figure où, par exemple, des ONG décident, par exemple, d'accompagner la réhabilitation. Donc, ces ONG-là, par exemple, peuvent mettre, comme on dit, une première étude pour pouvoir évaluer l'ampleur du site. Et puis ensuite, ces ONG-là peuvent décider de planter des espèces, des espèces d'arbres qui sont adaptées au site. Donc, soit on peut mettre en place, il y a si par exemple les sites ne sont pas fortement contaminés, on peut mettre en place ce site-là, on peut transformer ça en un site agricole pour pouvoir faire de l'agriculture. Nous, actuellement, nous sommes en train de bosser sur un projet dans ce sens-là pour pouvoir essayer de voir les sites qui ont été fortement dégradés par les orpailleurs, comment les valoriser, soit en choisissant des espèces qui sont adaptées. Il y avait parlé du cas des graminées et puis des trucs. Mais avant ça, si les sites ne sont pas contaminés, ça sera de mettre en place des systèmes agricoles pour que les populations qui sont dans ces zones-là puissent se faire un peu d'argent parce que ce sont des espaces qui ne sont plus valorisés. Donc, les valoriser en essayant de pouvoir mettre en place former la population, Ridouane parlait tout à l'heure, former la population aux techniques de compostage et puis, à partir de cela, avec les différentes communautés-là, mettre en place des techniques de stabilisation en essayant de remblayer certains endroits et puis mettre en place des systèmes agricoles avec les différents composts que nous avons mis en place. Donc ça, par exemple, ça, c'est des techniques qui peuvent être mises par des ONG ou même
des bureaux d'études pour pouvoir accompagner les communautés locales à pouvoir réhabiliter ces sites et même les eaux et forêts à pouvoir réhabiliter. Donc, on peut aussi demander par exemple, l'accompagnement de certains efforts pour pouvoir mettre en place des plans qui peuvent, comme on parlait, des plantes comme acacia et autres, pouvoir aider à pouvoir, comme on appelle ça là, faire des plans, proposer des plans pour pouvoir mettre en place des systèmes de reboisement. Vu que, par exemple, ce sont des sites, des forêts classées, où normalement les populations n'ont pas le droit de pouvoir avoir accès. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des endroits où les animaux vont venir pour manger, comme les herbivores et autres. Donc, on peut mettre en place des techniques, faire la multiplication des plants, la production de plants, avec la production des plants d'acacia. Aller sur le site, et puis aller sur le site, faire mettre en place, stabiliser d'abord le site. Donc, soit ça peut être des techniques de remblayage et autres. Et puis, à partir de ça, on va planter les différents plants d'acacia, puisqu'on est sûr que normalement, ce n'est pas un site où normalement la population doit avoir accès. Donc, ça ne va pas représenter vraiment un danger pour la population. Donc, il y a ces pistes de solutions-là qu'on peut essayer qu'on peut mettre en place pour pouvoir réhabiliter ces sites-là. Sans forcément grand moyen. Là, par exemple, ce n'est pas une idée de savoir non, c'est fortement contaminé ou pas, mais on sait que on peut utiliser des plantes phytostabilisatrices, mais seulement qu'il ne va pas avoir un suivi scientifique véritable. Mais c'est un travail qui se fait. Maintenant, si à la longue, les populations ou bien même les eaux et forêts peuvent demander à ce que, par exemple, un suivi scientifique se fasse pour dire non, il y a quelques années, par exemple, les orpailleurs étaient dans cette zone-là, mais on a planté telle espèce. Est-ce que vous pouvez venir faire, par exemple, une étude? Nous, on va vous donner les différentes autorisations pour que si vous avez des spécialistes qui peuvent venir faire une étude en analysant les différents sites-là. Donc, dans ce cas, on n'a pas d'informations sur, par exemple, l'histoire avant, mais avec les zones, à partir des zones environnantes, là, on peut avoir une idée de la modification qu'il y a eu au niveau du site. Donc, c'est un peu ça. Il y avait Monique. Bon, on va prendre je crois qu'il y a 4 mains, on va prendre les 4 et puis on va terminer. Donc, il va commencer par Brahima Dramé, après Tanimoun, après Badr et puis Étienne. Brahima? Bonjour à tout le monde. Bonjour, Dénatien. Bonjour. Merci pour cette belle présentation. Je vous félicite. J'ai quelques questions à vous poser par rapport à quand faut-il préférer une restauration active plutôt que passive? Et par rapport au biochar aussi, comment le biochar influence-t-il la biodiversité microbienne du sol? Comment la dernière question, comment le biochar? Ah oui. Comment le biochar influence-t-il la biodiversité microbienne du sol? Et la dernière question, la différence entre la stabilisation et la protection des sols dégradés. Je n'avais pas bien saisi lorsque vous avez expliqué. La différence entre la stabilisation et la protection des sols dégradés. Ok, d'accord. Okay. D'accord. La deuxième personne, c'est Badr. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Monsieur Donatien. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Donc, c'était clair. Merci. Ma question, au niveau de la restauration, que ce soit passive ou active, et que ce soit donc la méthode d'extraction, de traitement, que ce soit par la phytoextraction ou la phytostabilisation. Donc, il y a un point commun entre eux. Donc, c'est l'interaction entre les racines et les polluants. Donc, au niveau de la rhizosphère. Donc, ma question, est-ce que vous avez une idée sur la composition ou les espèces des PGPR
ces deux PGPR, donc au niveau, donc, est-ce que vous avez fait une comparaison entre les PGPR, donc au niveau de la restauration passive et active? OK. Oui. Donc, ma deuxième question, donc, concernant donc, la phytoextraction, est-ce que vous pensez, monsieur, donc, pour cette technique-là peut causer donc, des problèmes en long terme, surtout donc, en liaison avec, le pâturage? Et OK, merci. d'accord. D'accord, merci encore. La troisième personne, c'est Étienne Tolno. Oui, merci beaucoup, Dr. Diablé, pour cette brillante présentation. Et je vous suis depuis le premier jour. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, oui, oui. Oui, j'aurais aussi deux questions, dans ce sens où la première question, dans le contexte de réhabilitation des sites miniers, certaines plantes peuvent présenter des risques dont vous avez parlé tout à l'heure, lorsqu'elles se développent sur ces zones après l'exploitation. Et ma question est de savoir quelles mesures les exploitants miniers ou à défaut l'État devrait-il mettre en place pour éviter une exposition dangereuse de la population à ces plantes. OK, d'accord. La seconde question, c'est concernant vos travaux sur la région de Benguérir. Vous avez évoqué l'utilisation d'un sol reconstitué ou sinon artificiel que vous avez vous-même mélangé, bien sûr. Et la question est de savoir, des facteurs environnementaux tels que la pluie, l'ensoleillement ou d'autres conditions climatiques n'influencent-ils pas le résultat obtenu? Je fais référence à la page 8 de votre présentation. Merci beaucoup. OK, la dernière personne, c'est Salimatou Koulibaly. Salimatou? Bonjour Bonjour. et merci pour la qualité de la présentation, docteur Donatia. Moi, ma question, c'est juste une seule question. J'aimerais savoir quels sont les critères qui permettent de définir les succès d'un projet de restauration. OK. OK, merci encore. Donc, pour commencer par la première question, au niveau du biochar, en fait, généralement, au niveau des sols, parce qu'on avait présenté les différentes caractéristiques du biochar, mais dans le sol, il y a plusieurs mécanismes qui se produisent. Et généralement, pour pouvoir favoriser la vie microbienne, généralement dans ces sites-là, il faut par exemple soit essayer de relever le pH, et puis le biochar qui a une capacité d'absorption des éléments, des métaux et autres, en absorbant pour pouvoir favoriser le développement de la matière organique. Parce que si la matière organique commence à se développer, ça peut contribuer à la vie microbienne. Maintenant, c'est clair que au niveau de la vie microbienne, il y a plusieurs micro-organismes qui ont cette capacité de se développer malgré que l'environnement ne soit pas favorable. Donc, du coup, dans le cas pour faciliter la tâche entre, par exemple, les biochars et la vie microbienne, la capacité du biochar à pouvoir élever le pH, à pouvoir enrichir en matière organique, à pouvoir même faciliter la nutrition. Cette nutrition-là est facilitée aussi par l'action des micro-organismes qui rentrent en jeu et à pouvoir élever le pH. Donc, c'est cet ensemble-là qui favorise la vie microbienne. Donc, du coup, plus le site, et on a parlé également des exudats racinaires, donc plus ces exudats-là qui sont éjectés dans le milieu ont cette possibilité de pouvoir favoriser, parce que c'est ça leur rôle, de pouvoir favoriser l'environnement, il y aura des micro-organismes bénéfiques qui vont se développer pour pouvoir faciliter leur rôle, qui est de faciliter la croissance de la plante. Parce qu'il faut dire que c'est l'un des principes aussi de la restauration du site et même de la revégétalisation dont on a parlé. Maintenant, au niveau de la stabilisation et de la protection, les sols, par exemple, on a pris le cas des sols de prendre des plantes qui ont des racines, qui ont des racines, on va dire des racines traçantes, des racines plus profondes, parce que ces sols-là développent plus une stabilisation au niveau du site. Donc, on a ces espèces-là que nous pouvons utiliser. Maintenant, au niveau, on a d'autres techniques
On disait de prendre en compte les techniques locales pour pouvoir stabiliser les sols. Dans chaque zone, dans chaque village qu'on arrive, il y a toujours chaque villageois ou bien chaque truc ont généralement des pratiques qu'ils mettent en place pour pouvoir soit éviter l'érosion ou bien pour pouvoir stabiliser l'environnement. Donc, dans la restauration des sites, il serait toujours bien de pouvoir, par des enquêtes et même des échanges avec la communauté locale, de voir un peu les techniques utilisées pour la stabilisation du sol et qui, par de stabilisation du sol, va contribuer à la protection même de ce sol-là. Et la plante sera protégée parce que si l'érosion est trop grande, le sol sera exposé et puis la plante aussi va prendre un coup. Et on avait dit les éléments qui avaient été, comme on appelle, les éléments qui avaient été stabilisés dans la biomasse racinaire, vont être lessivés. Donc, au niveau de la restauration active, la restauration active dont on parlait, sa question, c'était, si tu peux revenir dessus. Donc, bon, peut-être après, il va... Donc, maintenant, sur la composition des PGPR passifs, bon, nous, on n'a pas fait d'études pour comparer ou bien que ce soit les PGPR qui sont des PGPR dans la restauration passive ou les PGPR dans la restauration active. Mais ce que nous, on avait fait une étude pour pouvoir, puisque le site, à cause du corona et autres, il y a certains suivis qui n'avaient pas été faits, mais les premières études, l'étude microbiologique qui a été faite pendant le site, on avait fait pour voir un peu évaluer les espèces qui pouvaient contribuer à comment on appelle, à la solubilisation de certains éléments ou bien à faciliter la croissance de certaines espèces. Donc, c'est un peu cette étude qui a été menée. Maintenant, quant à la comparaison, bon, c'est clair que ça sera une étude très intéressante d'avoir dans le cas d'un site qui a été réhabilité de façon active et puis d'un site qui a été réhabilité de façon passive pour voir un peu est-ce que c'est les mêmes éléments. Mais de façon passive, l'avantage que tu as, c'est qu'il y a toi-même tes éléments, des PGP que toi-même tu peux ajouter à l'environnement. Ce qui est différent, par exemple, dans le cas actif. Mais dans le cas actif, un autre avantage, c'est d'utiliser des PGPR du milieu là, qui sont développés dans le milieu là, de pouvoir venir valoriser dans le milieu passif. Il n'y a pas eu de comparaison, mais une chose est sûre, c'est que les PGPR qui sont développés dans le milieu actif vont présenter une caractéristique très importante parce qu'elles peuvent servir, on peut les extraire pour aller les utiliser pour la réhabilitation des sites passifs en faisant même une multiplication après. Donc, au niveau de la phytoextraction, peut-elle causer des problèmes? Oui, la phytoextraction peut causer des problèmes dans certains endroits, surtout si les sites miniers fortement contaminés. Sur les sites miniers fortement contaminés, je parlais tout à l'heure du suivi. Parce que si le site a été fortement contaminé et après restauration, on va utiliser des plantes phytoextractrices. Si on a utilisé ces plantes phytoextractrices, ça veut dire qu'il faut suivre, il faut continuer à suivre parce que lorsque ces plantes vont continuer à produire des feuilles, si avec l'âge, les éléments transmétalliques commencent à atteindre les feuilles, commencent à se retrouver dans la partie racinaire et dans la partie aérienne, par la chute de ces plantes-là, les mêmes éléments qui avaient été absorbés par la plante-là vont revenir encore au sol, et puis c'est comme si on est en train de faire, c'est comme si c'est le même cycle qui est en train de reprendre. Donc souvent, soit c'est de faire un suivi pour pouvoir dire, bon, non, on va essayer de réduire les plantes, ou bien peut-être, généralement, comme je disais, d'autres vont mettre des filets pour pouvoir recueillir les différentes plantes-là afin d'éviter que ces plantes-là, en retombant, rentrent dans le même cycle pour pouvoir refaire, c'est-à-dire le cycle est contaminé, les plantes se prennent, après les chutes des feuilles, ça revient, et ensuite, c'est le même cycle qui se répète. Donc, dans la bibliographie, ce qui est conseillé, c'est que pour les sites miniers, il est conseillé d'utiliser des plantes phytostabilisatrices. Il est plus conseillé d'utiliser des plantes qui stabilisent le milieu, qui stabilisent les éléments transmétalliques, que d'utiliser les plantes phytoextractrices, généralement, surtout les sites miniers.
Peut-être sur les décharges, oui, mais les sites miniers, c'est ce qui est recommandé pour réduire plus les dégâts. Parce que dans ces sites-là, il y a beaucoup de mercure, de plomb, de cyanure qui sont utilisés, qui n'ont pas du tout un impact, c'est-à-dire qui n'ont aucun impact positif sur l'organisme. Donc, les mesures pour éviter l'exposition, les mesures pour éviter l'exposition dangereuse. Les mesures, soit souvent, les sites sont délimités, sont protégés, soit par exemple, le site peut être réhabilité, puis va être protégé par les eaux et forêts. Donc, on n'a plus accès, c'est fini. Ou bien, s'ils sont des sites fortement contaminés, on peut protéger comme ça. Sinon, d'autres vont développer des principes d'écotourisme. On va se dire, bon, comme le site, la contamination a baissé, la contamination, parce qu'en faisant notre suivi, on a vu que la contamination a fortement chuté. Donc, on va décider de créer un espace récréatif pour que les gens puissent continuer à avoir accès au site. Donc, très souvent, c'est de protéger le site en balisant le site. Et c'est ce qui n'est pas fait souvent. Même les sites miniers et autres là, qui sont, dès que dans le code minier, normalement, ils doivent remettre à l'État, pas forcément à l'État exact, mais remettre à l'État. Mais généralement, les mines s'en vont comme si elles ont commis un crime. Elles disparaissent et là, tout est exposé et il n'y a aucune protection. Donc, du coup, l'État peut accompagner cela, ou bien les ONG peuvent accompagner cela pour protéger, ou bien même la communauté locale peut dire, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus. Dans nos pays, dans les zones fortement orpaillées, là, les gens connaissent. On va te dire, non, à partir d'aujourd'hui, les enfants ou bien les jeunes ne vont plus dans ce sens-là parce que ils ont laissé des trous de plusieurs mètres. Donc, il y a des enfants qui sont décédés et autres. Comme aussi, si le site a été réhabilité, en incluant la communauté locale, avec les échanges, on va leur dire non, à partir d'aujourd'hui, par exemple, le chef du village ou bien, dans le cas des Maroc, dans les douas et autres là, ils vont dire, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus dans les gens qui travaillent là-bas disent au pas partir pendant 5 ans. Le temps qu'ils viennent, c'est quand ils vont venir qu'on va commencer à partir. Donc, du coup, quand on essaie d'expliquer terre à terre aux habitants comme ça, tu vas voir le mot d'ordre est donné, des mesures seront prises, on va protéger le site et c'est d'où l'importance d'inclure la communauté locale pour que vraiment les gens puissent accaparer aussi le projet de restauration. Mais pas qu'au lieu de contribuer, ils puissent être ceux qui détruisent le projet. Maintenant, pour comment mesurer pour éviter la pluie et le sol influencent-ils? Nous, c'est ce que, pendant ma thèse à Bengueri, je crois qu'il a plu 5 fois. je crois bien. Voilà. Donc, du coup, même ceux qui sont dans la zone Marrakech, je ne sais pas, mais le nombre de pluies se compte dans cette zone-là. Donc, les paramètres, ce qui influençait plus, c'était le vent. C'était le vent dans cette zone-là. C'était le vent qui influençait. Par exemple, il y a eu des plants, pendant la pousse, des plants d'eucalyptus. Parce que l'eucalyptus, quand il est tout jeune, il est fragile. Même quand il est un peu grand, les plants là se cassent facilement, les branches. Donc, par exemple, le vent faisait qu'il y avait un problème pour stabiliser les plants d'eucalyptus. Donc, on était obligé, par exemple, à tous les plants d'eucalyptus de leur accorder un tuteur pour éviter que les branches se cassent ou bien pour éviter que la plante même se casse parce que ce sont des forts vents pour ceux qui sont dans cette zone. Donc, c'est en ce sens-là. L'influence, c'était ça. Il y avait les branches qui se cassaient, mais pas toutes les trucs. C'était plus pour l'eucalyptus. Donc, le vent influençait négativement. Mais quand il pleuvait, nous, on était contents parce que je disais qu'on utilisait 30 à 50 litres d'eau pour arroser nos plants. Donc, quand il pleut, on est content parce que c'est pas un site pollué, puisque c'est le site là, on utilise des dynamites et autres. Donc, nous, on est venu remblayer avec les différents constituants. Donc, quand il pleut, on sait qu'au moins, on ne va pas utiliser les tanks pour aller arroser. Donc, quand il pleut, ce sont des jours d'arrosage qui diminuent. Donc, peut-être s'il a plu cette semaine, ça veut dire que cette semaine, on ne va pas avoir d'arrosage parce qu'il a plu une certaine quantité. Mais même dans cette zone, vous savez, la quantité de pluie, ce n'est rien du tout. Souvent, même, il va pleuvoir pendant moins de 5 minutes. Donc, c'était plus le vent qui influençait négativement la croissance des plantes comme l'eucalyptus. Maintenant, comment on appelle là,
la question c'était quoi? Définir la restauration. C'était quoi, Salimantou? C'était pour comment définir la restauration, comment on appelle ça là, les sites, la réussite du site. Pour la réussite du site, comment définir les critères de réussite d'un site? C'est ce que disaient les critères. Oui. Les critères, généralement, tout se joue, c'est ce qu'il dit, tout se joue sur avant et puis après le site de restauration. Donc, il y a des éléments en fonction de, je veux dire en fonction de, il n'y a pas en fonction de ton argent, bien en fonction de trucs, mais par exemple, si un site a été utilisé pour l'agriculture, en mettant en place des trucs de compost, on va voir que est-ce que le rendement a augmenté, est-ce que, par exemple, même est-ce que les éléments, les cultures qu'on plante là n'ont pas un goût bizarre, parce que c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui plantent là, par exemple, c'était des sites où il y avait beaucoup de fer, il y avait beaucoup de trucs, donc les goûts des aliments peuvent changer. Donc, ce sont d'après des indices. Maintenant, dans le cas des restaurations passives et passives, on a des indices, comme il dit, il y a des indices clés. Il y a des indices clés. Par exemple, je peux te prendre le facteur de bioaccumulation. On va se dire, bon, est-ce que le facteur de bioaccumulation, bioconcentration, est-ce qu'il est élevé? Parce que généralement, il y a une fourchette, on se dit quand il est inférieur à 1, donc on peut évaluer la capacité phytostabilisatrice, bien phytoextractrice de la plante. Donc, on va évaluer le facteur bioaccumulation ou bien comme on appelle ça là, le facteur de phytoextraction. Donc, lorsque, par exemple, il est inférieur à 1 ou bien il est supérieur, on va dire non, OK, cette plante-là a cette capacité de stabilité, à cette capacité de phytoextraction. Donc, ce sont des indices de réussite parce que ça veut dire les éléments qui sont dedans, qui sont dans le sol, ont été prélevés par la plante. Maintenant, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des données de l'étude avant et après. Donc, avant, c'était combien le pH? Parce que ce sont des indices de réussite. Ça fait pas des indices de réussite. Donc, quand tu vas voir, les travaux sur site minier, on va dire non, avant, on était en pH temps, la matière organique était temps. Quand il y a plus le site de Simon d'autres, la matière organique s'est améliorée, le pH s'est amélioré. Il y a, comment on appelle ça là, le facteur bioaccumulation et le facteur extraction s'est amélioré. Il y a d'autres indices, par exemple, on va voir si peut-être il y avait des micro-organismes qui n'étaient pas là, qui se retrouvent maintenant parce que l'environnement est devenu plus favorable. On peut utiliser aussi la texture pour dire, on est passé d'une texture, par exemple, sableuse, avec les différents éléments que nous avons passés, parce que la texture sableuse, où les éléments sont beaucoup plus filtrants, on est passé à une texture limono-sableuse et agilo-limono-sableuse, où les éléments sont beaucoup plus captés et représentent moins de dangers, parce que si c'est une texture sableuse, les éléments seront plus lessivés. Donc, ce sont des indices en fonction, et c'est pour ça, dans ton étude, tout dépend des objectifs de réhabilitation que toi-même tu définis. Donc, si par exemple, dans le cas des végétalisations, c'est différent. Dans le cas des végétalisations, c'est de faire revivre en plantant d'autres espèces, mais même pendant la végétalisation, on peut toujours avoir une idée de ces indices-là, voir est-ce qu'il y a une amélioration de ces différents paramètres physico-chimiques qui peuvent nous dire que, voilà, effectivement, notre mine, le site a été bien réhabilité. Et même après, lorsque on peut pousser par d'autres études pour voir, mais est-ce que les éléments, même quand il parlait de la dernière fois d'extraction séquentielle, pour voir, voilà, les éléments qui sont là, c'est vrai que le site contient une teneur élevée, mais nos éléments, l'extraction séquentielle indique que, comment on appelle ça, indique qu'il y a les éléments qui sont là sont sous forme de résidus, donc ça ne représente pas de danger. Donc, quand j'explique comme ça veut dire forcément que c'est toujours important d'inclure le scientifique dans le projet de réhabilitation. Maintenant, nous, en tant que population, comme il a dit, il y a le goût. Si on a pu vous faire un site agricole, il y a aussi, tu es venu réhabiliter, il y a le côté esthétique. On doit voir qu'effectivement, ce que tu as planté, ça pousse. Parce que si ça ne pousse pas, ça veut dire qu'il y a un problème, puisque tu nous as dit que tu vas planter des trucs, ça doit pousser. Donc, ce sont des indices comme ça qu'on essaie de relever. Dans la prochaine séance, on parlera de économie circulaire où on reviendra dessus encore pour pouvoir présenter en long et en large certains indices de réhabilitation qui peuvent indiquer, même je parlais des indices de Shannon et autres, ou d'autres essaient d'aller un peu plus loin pour dire non, quand on a l'indice de Shannon qui est compris en temps et temps, ça révèle le succès de la restauration du site. Donc, c'est toujours le côté scientifique que j'aborde encore dans ce sens-là qui ressort.
Donc, en gros, c'est un peu ça. Merci. Bon, finalement, on a fait 2 heures. Merci encore pour votre patience. Et puis, à la prochaine, à vendredi. La prochaine fois, ça sera vendredi à 19h. Donc, merci et puis à nous revoir très bientôt. Merci, Dr. Guyablé.